Je m'appelle Camille Dubois, mais tout le monde m'appelle Cam. J'ai 23 ans et l'année dernière, mon père m'a jeté à travers une porte vitrée. Le lendemain, j'ai repris tout ce qu'il pensait que je ne méritais pas, mon avenir, mon art, ma vie. Ma famille n'a jamais cru en mes rêves, surtout mon père autoritaire. Mais cette exposition a tout changé. L'art n'était pas seulement ma passion, c'était mon salut. Avant de vous raconter comment j'ai changé ma vie, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous, et abonnez-vous si vous voulez entendre d'autres histoires de triomphe contre vent et marée. J'ai grandi à Versailles, dans les Yvelines, une banlieue de Paris digne d'une carte postale, avec des rues bordées d'arbres et des maisons de style classique. De l'extérieur, nous étions la famille française idéale. Mon père, Jacques Dubois, était un avocat d'affaires très influent dans l'un des cabinets les plus prestigieux de Paris. Il travaillait 60 heures par semaine et n'attendait rien de moins que la perfection de tout son entourage, en particulier de ses enfants. Ma mère, Sophie, avait été une professeure d'art passionnée qui rêvait d'ouvrir son propre atelier. Mais ses rêves se sont dissous lorsqu'elle a épousé mon père. Il l'a convaincue qu'être mère à plein temps était plus important que n'importe quelle carrière. Alors, elle a rangé ses toiles et ses pinceaux, les remplaçant par des livres de cuisine et des produits de nettoyage. Parfois, je la surprenais à regarder des peintures dans les musées avec une telle nostalgie que cela me brisait le cœur. Puis il y avait mon frère, Romain, de 2 ans mon aîné et l'enfant prodige incontesté. Il était tout ce que mon père voulait chez un fils, athlétique, doué pour les études et désireux de suivre ses traces. Romain pratiquait 3 sports, maintenait une moyenne générale de 18 sur 20 et prévoyait d'étudier le droit. Mon père rayonnait de fierté à chaque match de football et à chaque tournoi de débat, proclamant haut et fort, « C'est mon garçon ». Et puis il y avait moi, la rêveuse, l'artiste, la déception. J'ai découvert mon amour pour l'art à l'âge de 7 ans. Notre enseignante de CE1, Madame Dupont, nous a donné des aquarelles et nous a dit de peindre notre plus beau souvenir. Tandis que les autres enfants peignaient des fêtes d'anniversaire et des matins de Noël, j'ai peint le coucher de soleil que j'avais vu à la maison de plage de ma grand-mère. Madame Dupont a accroché ma peinture dans la salle de classe et a dit à ma mère que j'avais un talent exceptionnel. Ce soir-là, j'ai trouvé ma mère dans la cuisine, en train de pleurer. « Qu'est-ce qui ne va pas, maman ?» ai-je demandé. Elle a rapidement essuyé ses larmes. « Rien, ma chérie. Je suis juste si fière de toi. » Plus tard dans la nuit, j'ai entendu mes parents se disputer. « Elle a un don, Jacques » a insisté ma mère. « Nous devrions le cultiver. » Dessiner de jolis dessins n'est pas un don, a ricané mon père. C'est au mieux un passe-temps. Ne lui mets pas de bêtises en tête. Malgré la désapprobation de mon père, ma mère a secrètement encouragé mon développement artistique. Elle me glissait du matériel d'art déguisé en cadeau d'anniversaire de parents éloignés. Le samedi, lorsque mon père emmenait Romain à l'entraînement de football, elle m'apprenait les techniques de base, comment mélanger les couleurs, créer la perspective, capturer la lumière et l'ombre. Ces moments volés sont devenus notre précieux secret. Quand j'ai eu 10 ans, j'ai participé au concours d'art scolaire régional et j'ai remporté la première place. La cérémonie de remise des prix était prévue un jeudi soir. Ma mère a promis d'être là, mais mon père avait un important dîner avec un client et a emmené Romain pour lui montrer comment se faisaient les affaires. Je me tenais sur cette scène, serrant mon ruban bleu, scrutant le public à la recherche du visage de ma mère. Elle était assise au dernier rang, applaudissant à tout rompre, les larmes coulant sur ses joues. Cette nuit-là, elle m'a aidé à cacher mon ruban et mon certificat dans une boîte à chaussures sous mon lit, loin du regard réprobateur de mon père. En grandissant, mon style artistique a évolué. Je suis passé de simples peintures à des techniques mixtes, incorporant du tissu, des photographies, des objets trouvés et du texte dans des œuvres profondément personnelles qui exploraient les thèmes de l'appartenance, de l'identité et des blessures invisibles. L'art est devenu mon sanctuaire, le seul endroit où je pouvais vraiment m'exprimer. Le lycée a intensifié la division dans notre famille. Tandis que Romain devenait délégué de classe et capitaine de l'équipe de football, je me retirais de plus en plus dans la salle d'art. La plupart du temps, je restais après l'école à travailler sur des projets jusqu'à ce que le concierge me chasse. À la maison, les conversations pendant le dîner tournaient autour des réussites de Romain et de ses perspectives universitaires, tandis que je poussais la nourriture dans mon assiette, invisible. Madame Leclerc, ma professeure d'art au lycée, est devenue ma bouée de sauvetage. Elle a été la première personne à me voir vraiment, non pas comme la fille décevante de Jacques Dubois,
mais comme une artiste ayant quelque chose d'important à dire. Sa salle de classe est devenue mon refuge, un endroit où je pouvais respirer librement sans crainte de jugement. Ton travail a une âme, Cam, m'a-t-elle dit pendant ma première. C'est quelque chose qui ne s'enseigne pas. Quand la saison des candidatures universitaires est arrivée, Madame Leclerc m'a prise à part. As-tu pensé à une école d'art? J'ai ri amèrement. Mon père ne le permettrait jamais. Ce n'est pas sa décision, a-t-elle dit fermement. C'est la tienne. Pour la première fois, quelqu'un a contesté la règle non écrite de notre foyer, ce que dit Jacques Dubois fait loi. Les mots de Madame Leclerc ont planté une dangereuse graine de possibilités. Et si je pouvais choisir ma propre voie? Et si mes rêves comptaient? Ce soir-là, j'ai fait des recherches sur les écoles d'art sur l'ordinateur de la bibliothèque, craignant de laisser une trace sur notre Internet domestique. L'École nationale supérieure des beaux-arts à Paris m'a interpellé avec son programme de pointe et ses anciens élèves impressionnants. En regardant les portfolios des étudiants, j'ai enfin vu des gens comme moi. Des gens qui comprenaient que l'art n'était pas seulement de jolis dessins, mais un langage à part entière, une façon d'exprimer des vérités trop complexes pour les mots. Cette nuit-là, j'ai rêvé de studios remplis de lumière, de conversations sur la composition et le sens, d'un endroit où je n'aurais pas à m'excuser pour qui j'étais. J'ai rêvé d'appartenance. Mais les rêves dans la maison Dubois étaient des choses dangereuses. La terminale est arrivée avec une pression croissante. Alors que Romain avait déjà obtenu son admission anticipée à Sciences Po Paris, suivant les traces de notre père, on s'attendait à ce que je postule dans des écoles de commerce. Mon père avait tracé mon avenir sans me consulter, un diplôme en commerce suivi d'une maîtrise en administration des affaires, puis une carrière respectable dans le marketing ou la finance. Le nom Dubois signifie quelque chose dans cette ville, me rappelait-il constamment. Nous avons des normes à respecter. Mais dans l'intimité de la salle d'art, avec les encouragements de Madame Leclerc, je préparais un avenir différent. Nous avons sélectionné mes œuvres les plus fortes, les avons photographiées par un professionnel et avons rédigé une déclaration d'artiste qui faisait trembler mes mains par son honnêteté. Madame Leclerc m'a aidé à remplir le dossier de candidature pour les Beaux-Arts, payant même les frais de soumission elle-même quand je n'ai pas trouvé comment obtenir l'argent sans que mes parents s'en aperçoivent. Considérez cela comme un investissement, a-t-elle dit. Un jour, je dirai à tout le monde que je connaissais Camille Dubois avant qu'elle ne soit célèbre. Le jour où ma lettre d'acceptation est arrivée, j'ai failli m'effondrer dans le couloir de l'école. Non seulement les Beaux-Arts m'avaient accepté, mais ils m'avaient offert une bourse partielle basée sur mon portfolio. Madame Leclerc m'a serré si fort que j'avais à peine de quoi respirer. Je suis si fier de toi, a-t-elle murmuré. Si incroyablement fier. J'ai porté la lettre dans mon sac à dos pendant 3 jours, essayant de rassembler mon courage. Finalement, j'ai décidé de partager la nouvelle pendant le dîner du vendredi soir, quand mon père était généralement de meilleure humeur après une semaine réussie. La scène est gravée à jamais dans ma mémoire, notre salle à manger formelle avec sa lourde table en acajou, la belle vaisselle qui ne sortait que pour les invités, le rôti de ma mère fumant au centre. Romain était rentré de Sciences Po pour le week-end, nous régalant d'histoires sur son professeur de sciences politiques qui avait des relations avec le Conseil d'État. J'ai une nouvelle, ai-je dit pendant un rare moment de silence. Ma voix me semblait étrange, trop aiguë, trop tremblante. 3 paires d'yeux se sont tournés vers moi avec des degrés d'intérêt variables. J'ai été accepté à l'École nationale supérieure des beaux-arts avec une bourse. Le silence qui a suivi était assourdissant. Une école d'art? La voix de mon père était dangereusement douce. Quand exactement as-tu postulé à une école d'art? Le visage de ma mère avait pâli. Romain a baissé les yeux sur son assiette. C'est l'une des meilleures du pays, ai-je continué, les mots se bousculant. Leurs diplômés travaillent dans de grandes galeries, des musées, des agences de design. Le rire de mon père m'a interrompu. Et vivent dans des appartements de la taille de placard, à mendier des aumônes. Jacques, a doucement interjeté ma mère. Peut-être devrions-nous. Sa fourchette a cliqueté contre son assiette. Aucune de mes filles ne gaspillera son éducation à dessiner des images. C'est l'école de commerce, comme nous en avons discuté, ou rien. Mais j'ai eu une bourse, ai-je insisté. Et je pourrais travailler à temps partiel. Assez. Il a frappé la table de sa main, faisant sauter les couverts. Cette discussion est terminée. Tu iras au programme de commerce de l'université Paris-Dauphine comme prévu.
J'ai déjà parlé à mon ami aux admissions. Des larmes chaudes me piquaient les yeux. Tu ne te soucies même pas de ce que je veux. Ce que tu veux, a-t-il dit froidement, c'est gâcher ton potentiel pour une chimère. Je ne financerai pas cette fantaisie. L'ultimatum a suivi, l'école de commerce avec son soutien financier ou l'école d'art sans rien. Pas d'aide pour les frais de scolarité, pas de frais de subsistance, pas de voiture, pas de téléphone, pas de filet de sécurité. À 18 ans, sans économie et sans plan, j'ai cédé sous la pression. 2 semaines plus tard, j'ai envoyé mes regrets aux Beaux-Arts et accepté l'admission au programme de commerce de Paris-Dauphine. Cet automne-là, j'ai emménagé dans une chambre de dortoir stérile et j'ai commencé les cours d'économie, de marketing et de comptabilité. Chaque jour me donnait l'impression de porter les vêtements de quelqu'un d'autre, trop serrés, trop restrictifs, fondamentalement faux. J'ai fait les choses machinalement, prenant des notes et réussissant les examens, tandis qu'une partie vitale de moi se flétrissait. La dépression s'est installée sur moi comme une lourde couverture. J'ai cessé d'appeler à la maison. J'ai sauté des repas. Je restais au lit à regarder le plafond, me demandant comment je survivrais à 4 ans de ce conformisme destructeur d'âme. Ma colocataire, préoccupée par mon isolement croissant, a suggéré le centre de conseil du campus. Mais l'idée d'expliquer ma situation à un étranger me semblait impossible. Au lieu de cela, j'ai trouvé du réconfort de la seule manière que je connaissais. Tard dans la nuit, lorsque ma colocataire dormait, je me glissais dans la salle commune avec un carnet de croquis. Sans matériel ni espace approprié, je créais de petits dessins intenses, des visages tordus par des cris silencieux, des oiseaux aux ailes brisées, des portes sans poignée. Ce n'était pas vraiment une guérison, mais ça me permettait de respirer. Puis est arrivé le jour où j'ai rencontré Théo Laurent dans mon cours d'éthique des affaires. Nous avons été mis en binôme pour un projet analysant des cas de responsabilité d'entreprise. Alors que nous faisions des recherches à la bibliothèque, il a remarqué mon carnet de croquis qui dépassait de mon sac. « Tu es une artiste ?» a-t-il demandé. J'ai rapidement rangé le carnet. « Non, juste des gribouillages. »« Ça te dérange si je regarde ?» Je fais une mineure en histoire de l'art. À contre-cœur, je lui ai montré quelques pages. Au lieu du rejet poli auquel je m'attendais, ses yeux se sont écarquillés d'un intérêt sincère. « C'est incroyable, » a-t-il dit. « Pourquoi es-tu en école de commerce ?» Quelque chose dans sa question directe a brisé les murs que j'avais soigneusement construits. Avant de m'en rendre compte, je racontais tout à ce quasi-inconnu, l'ultimatum de mon père, la bourse abandonnée, la lutte quotidienne pour nier ma vraie nature. Théo a écouté sans interruption, puis a dit quelque chose qui a tout changé. Il y a une petite galerie près du campus qui expose des artistes émergents. L'ami de ma tante en est la propriétaire. Tu devrais soumettre ton travail. Ce ne sont que des croquis, ai-je protesté. Je n'ai même pas de matériel approprié. Alors, achète-en, a-t-il dit simplement. Le département d'art du campus vend des kits pour étudiants. Je te prêterai l'argent si tu en as besoin. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti une lueur d'espoir. Ce week-end-là, alors que ma colocataire rendait visite à son petit ami, j'ai transformé notre chambre de dortoir en un atelier improvisé. En utilisant le matériel de base que Théo m'a aidé à acquérir, j'ai créé ma première véritable œuvre depuis que j'avais quitté la maison, un collage de techniques mixtes incorporant des pages déchirées de manuels de commerce disposés pour former un oiseau en cage. Quand Théo l'a vu, il a immédiatement pris une photo. J'envoie ça à Manon, à la galerie. Fais-moi confiance. Je ne pensais pas que cela aboutirait à quoi que ce soit, mais parfois la vie vous surprend de la manière la plus inattendue. 3 jours après que Théo a envoyé la photo, mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. En sortant de mon cours de microéconomie, j'ai répondu avec hésitation. « Est-ce Camille Dubois ?» a demandé une voix de femme. « Oui. Ici Manon Vinter de la Galerie L'Élan. Votre ami Théo m'a montré votre travail. J'aimerais en voir plus si vous êtes intéressé. » Mon cœur a failli s'arrêter. Manon Vinter, la propriétaire d'une vraie galerie, voulait voir mon travail. J'ai balbutié une réponse et pris rendez-vous pour la rencontrer ce week-end-là. La galerie L'Élan était petite mais prestigieuse, nichée entre une librairie vintage et un café dans le quartier du Marais. L'espace vibrait d'énergie créative, des murs blancs ornés d'œuvres contemporaines audacieuses, un éclairage sur rail mettant en valeur les détails texturaux,
une légère odeur de peinture et de possibilités dans l'air. Manon, une femme élancée aux cheveux parsemés d'argent et portant de nombreux bracelets, m'a accueilli chaleureusement. Pendant 2 heures, elle a examiné le portfolio que j'avais assemblé à la hâte, posant des questions réfléchies sur mes techniques et mes inspirations. Je me suis retrouvé à parler de l'art avec une passion que je n'avais pas ressentie depuis des mois. « Vous avez une voix singulière », a-t-elle dit finalement. Brute, authentique. Techniquement compétente, mais pas trop polie. Je prépare une exposition d'artistes émergents pour le mois prochain. J'aimerais inclure 3 de vos œuvres. J'ai cligné des yeux, incrédule. Vous êtes sérieuse? Tout à fait. C'est une petite exposition, mais elle attire beaucoup de monde, collectionneurs, critiques, autres propriétaires de galeries. Cela pourrait être une opportunité précieuse. En rentrant au campus, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Cette petite validation d'une professionnelle confirmait ce que j'avais toujours espéré, mon art n'était pas seulement un passe-temps ou un potentiel gâché. Il comptait. Il résonnait. Il méritait d'être vu. La réalité m'a rattrapé lorsque j'ai calculé ce dont j'avais besoin, des toiles de qualité, des peintures de qualité professionnelle, du matériel d'encadrement. Le matériel seul coûterait des centaines d'euros que je n'avais pas. Mon père surveillait mon compte bancaire, remettant en question tout achat inhabituel. S'il découvrait que je dépensais de l'argent pour du matériel d'art au lieu de manuels scolaires, les conséquences seraient graves. Avec les encouragements de Théo, j'ai postulé pour un emploi à temps partiel au café du campus. Travailler 20 heures par semaine entre les cours laissait peu de temps pour dormir, mais cela me procurait un revenu en espèces que mon père ne pouvait pas suivre. Je cachais le matériel d'art dans mon panier à linge, peignais tard dans la nuit et rangeais les toiles finies sous mon lit. À l'approche de la date de l'exposition, cette double vie a eu des conséquences. Des cernes se sont formées sous mes yeux. Mes notes ont baissé. Ma colocataire se plaignait de l'odeur de peinture et de l'espace encombré. Mais chaque œuvre terminée alimentait ma détermination. Je créais le travail le plus honnête de ma vie, de puissantes explorations de l'enfermement, des attentes et de la lutte pour l'autodétermination. 2 semaines avant l'exposition, mon frère Romain a fait une visite surprise sur le campus. Ma colocataire, ne connaissant pas notre histoire compliquée, lui a joyeusement dit que j'étais à l'atelier, et lui a donné les indications pour la salle de classe vide que j'utilisais après les heures de cours. Quand je suis retourné à mon dortoir ce soir-là, Romain était assis sur mon lit, une de mes toiles posée contre le mur à côté de lui. « Alors, c'est pour ça que tu ignores les appels de maman ?» a-t-il dit. La panique a envahi mon système. « Romain, s'il te plaît. Une exposition d'art dans le dos de papa ?» Il a montré la carte postale de l'exposition sur mon bureau. « Tu essaies de te faire déshériter ? Tu ne comprends pas, ai-je dit en fermant la porte. C'est important pour moi. Ce qui est important, c'est de ne pas jeter tout ce que papa t'a donné. As-tu la moindre idée à quel point tu parais ingrate ? Ces mots m'ont frappé comme des coups. Donner ? Il m'a forcé à suivre un programme que je déteste. Il a écrasé mes rêves. Il m'a fait croire que je n'étais pas assez bien. Il paie 28 000 € par an pour tes études. Des études que je n'ai jamais voulues. Les mots ont explosé hors de moi. Tout le monde ne veut pas être comme toi, Romain. Tout le monde ne veut pas suivre le plan parfait de papa. Mon frère m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Peut-être que c'était le cas. Nous avions grandi dans la même maison mais vivions dans des mondes différents, le sien rempli d'approbation et d'opportunités, le mien de déception et de compromis. S'il te plaît, ne lui dis pas, ai-je murmuré. Laisse-moi juste avoir cette seule chose. Romain a passé une main dans ses cheveux, un conflit évident sur son visage. Cette exposition est dans 2 semaines. J'ai hoché la tête. Et après ça, je ne sais pas, ai-je admis. Mais j'ai besoin de faire ça. J'ai besoin de savoir si je suis assez bien. Après un long silence, il a soupiré. Je ne le dirai pas à papa. Mais Cam, tu joues avec le feu. Tu le sais, n'est-ce pas? Certaines choses valent la peine de se brûler. Il est parti avec un avertissement qui résonnait encore dans mon esprit. Il le découvrira un jour, et quand il le fera, il y aura un prix terrible à payer. Malgré la prédiction de mauvais augure de Romain, je me suis lancé dans les derniers préparatifs.
Théo m'a aidé à transporter les œuvres terminées à la galerie où Manon les a disposées avec soin aux côtés des œuvres de 4 autres artistes émergents. Voir mon art dans un espace professionnel, correctement éclairé, parfaitement accroché, m'a mis les larmes aux yeux. Ton travail mérite d'être vu, a dit Manon en me serrant l'épaule. L'exposition était prévue pour le vendredi soir. Théo, qui était devenu bien plus qu'un simple partenaire de projet, a promis d'être là pour un soutien moral. Quelque chose de tendre s'était développé entre nous, des regards insistants, des contacts occasionnels, des conversations tardives sur les rêves et les peurs. Dans une autre vie, j'aurais peut-être reconnu cela comme le début de l'amour. Mais avec l'exposition qui consumait mes pensées et le spectre de la découverte par mon père qui planait, la romance semblait un luxe que je ne pouvais pas me permettre. La veille de l'exposition, j'ai travaillé jusqu'à la fermeture au café. Le temps que je finisse de nettoyer les machines à expresso et de réapprovisionner les stocks, il était presque minuit. L'épuisement pesait sur mes membres alors que je retournais péniblement au dortoir, mais sous la fatigue vibrait un courant électrique d'anticipation. Demain, des étrangers verraient mon art. Demain, je réclamerai une part de l'avenir que je voulais. Je ne suis jamais arrivé à demain. J'ai su que quelque chose n'allait pas dès que je suis entré dans notre bâtiment de dortoir. Ma colocataire, Chloé, attendait dans le hall, l'anxiété gravée sur son visage. Ton père a appelé sur le téléphone de la chambre au moins 6 fois, a-t-elle dit. Il avait l'air vraiment en colère. Puis ton frère a appelé et a dit que tu devrais rentrer immédiatement. Un poids froid s'est installé dans mon estomac. Est-ce que Romain lui a dit? Lui a dit quoi? Je n'ai pas répondu, je l'ai juste remercié et je me suis dirigé vers notre chambre. Mes mains tremblaient en préparant un sac de voyage. Peut-être que c'était une autre urgence. Peut-être que quelqu'un était malade. Peut-être. Mon téléphone a vibré avec un texto de Romain. Papa, c'est tout. Un voisin a vu l'annonce de la galerie dans le journal local avec ton nom. Il est furieux. Ne rentre pas à la maison. Trop tard. J'avais déjà commandé un VTC. Annuler maintenant ne ferait que retarder la confrontation inévitable. Mieux valait y faire face et gérer les retombées avant l'exposition de demain. Le trajet de 40 minutes jusqu'à Versailles m'a donné le temps de répéter des arguments, des justifications, des suppliques. Aucun ne semblait adéquat face à la colère redoutable de mon père. Au moment où la voiture s'est arrêtée devant notre maison de style classique, ma chemise était humide de sueur nerveuse. Toutes les lumières étaient allumées malgré leur tardive. J'ai payé le chauffeur et je suis resté sur le trottoir, regardant la maison qui ne m'avait jamais semblé être la mienne. À travers la baie vitrée, je pouvais voir mon père faire les 100 pas, un verre à la main. Ma mère était assise raidement sur le bord du canapé. Romain s'appuyait contre la cheminée, les bras croisés sur la défensive. Prenant une profonde inspiration, j'ai remonté l'allée en briques et j'ai ouvert la porte d'entrée. Le silence m'a d'abord frappé, ce silence particulier et chargé avant qu'un orage n'éclate. Mon père a cessé de faire les 100 pas et s'est retourné, son expression terrifiante de calme. Alors, a-t-il dit, en faisant tourner le liquide ambré dans son verre en cristal. L'artiste est de retour. Papa, je peux expliquer. Expliquer quoi, exactement? Comment tu nous mens depuis des mois, gaspillant mon argent en peinture au doigt tout en prétendant suivre des études? Ce n'est pas de la peinture au doigt, ai-je dit immédiatement, regrettant mon ton de défi. Et j'ai maintenu des notes suffisantes tout en travaillant 20 heures par semaine. Tu travailles? Ses sourcils se sont haussés. Un autre mensonge à ajouter à la collection. Ma mère a finalement parlé, sa voix tendue. Jacques, il est tard. Peut-être devrions-nous en discuter demain, quand tout le monde sera plus calme. Reste en dehors de ça, Sophie. Il ne l'a même pas regardé. C'est entre moi et la fille qui nous a trompés. J'ai jeté un coup d'œil à Romain, qui a articulé « Je suis désolé » de l'autre côté de la pièce. Il ne m'avait pas trahi, après tout. L'exposition est demain soir, ai-je dit, trouvant du courage au plus profond de moi. C'est important pour moi. J'aimerais que vous veniez tous. Mon père a ri, un son dur et dépourvu d'humour. Tu veux que nous célébrions ta tromperie? Ton mépris total pour tout ce que nous avons sacrifié pour te donner des opportunités? Je n'ai jamais demandé ces opportunités particulières, ai-je contré. Je n'ai jamais voulu que poursuivre l'art. Ce n'est pas un crime.
Non, le crime, c'est de gâcher une éducation de premier ordre pour poursuivre des fantaisies puériles. Sa voix montait à chaque mot. As-tu la moindre idée de la difficulté que j'ai eue pour t'assurer une place à l'université Paris-Dauphine? Les ficelles que j'ai tirées, les faveurs que j'ai demandées? Je ne t'ai jamais demandé de faire ça. Parce que tu es trop immature pour comprendre ce qui est le mieux pour toi. J'ai 22 ans. Ai-je crié en retour, ma propre colère finissant par éclater. Je suis assez grande pour décider de mon propre avenir. Pas tant que je paie pour, a-t-il grondé. Tu veux être une artiste? Très bien. Fais-le sans mon argent, sans ma voiture, sans mon soutien. Jacques, a interjeté ma mère, se levant du canapé. Tu ne le penses pas? Absolument que si. Il s'est tourné vers moi, les yeux froids comme l'hiver. Demain matin, tu appelleras cette galerie et tu annuleras ta participation. Tu retourneras à l'école et te concentreras sur tes études de commerce, où tu seras complètement seul. L'ultimatum flottait dans l'air, une lame de guillotine suspendue au-dessus de mon avenir. Un instant, j'ai envisagé de me rendre, de retourner dans la cage de ses attentes, d'abandonner mon art une fois de plus. La peur familière de le décevoir, de tout perdre, a failli me submerger. Puis j'ai pensé à mes peintures accrochées à la galerie L'élan. J'ai pensé à la confiance de Manon en mon talent. J'ai pensé au soutien indéfectible de Théo. J'ai pensé aux innombrables nuits que j'avais passées à créer malgré l'épuisement, malgré le doute, malgré cette peur même. Non, ai-je dit, les mots étonnamment stables. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, non. Je n'annulerai pas. C'est trop important. Son visage s'est assombri. Alors sors de ma maison. Je prendrai mes affaires le matin. Je me suis tourné vers la porte, déterminé à partir avant que les larmes ne me trahissent. Tu ne prendras rien, a-t-il grondé en me suivant. Tout ce qui est dans ta chambre, je l'ai payé. Tout ce que tu possèdes, je l'ai fourni. J'ai continué à marcher, le dos tourné, en direction de la porte-fenêtre, un raccourci vers l'allée. Alors je partirai sans rien. J'ai senti sa main agripper mon bras, me faisant pivoter. N'ose pas me tourner le dos. Lâche-moi. J'ai essayé de me libérer, mais ses doigts se sont enfoncés plus profondément. Jacques. Ma mère s'est précipitée. Arrête ça. Tu n'as jamais apprécié tout ce que nous avons fait pour toi, a-t-il continué, l'ignorant. Toujours la victime. Toujours l'artiste incomprise. J'ai tiré brusquement sur mon bras, brisant enfin sa prise. Tu ne m'as jamais vu. Pas une seule fois. Quelque chose s'est brisé dans ses yeux. Alors que je me tournais de nouveau vers la porte, sa main a frappé mon épaule, me poussant en avant avec une force inattendue. J'ai trébuché, les bras en l'air, incapable de retrouver mon équilibre. La porte-fenêtre en verre a volé en éclats autour de moi dans un fracas assourdissant. Une douleur aiguë a explosé sur ma peau alors que je tombais à travers, atterrissant durement sur le béton au-delà. Pendant un instant, tout est devenu silencieux et immobile. Puis le chaos a éclaté. Le cri de ma mère a percé la nuit. Romain a crié quelque chose que je n'ai pas pu comprendre. Les lumières des voisins se sont allumées. Et du sang mon sang s'est répandu en petits ruisseaux sur la terrasse. Je suis resté là, au milieu des éclats scintillants, trop choqué pour bouger. Mon père se tenait figé dans l'embrasure de la porte, la rage sur son visage remplacée par une horreur aux yeux écarquillés. « Cam, a-t-il murmuré. Je ne voulais pas. Regarde ce que tu m'as fait faire, a-t-il dit, sa voix étrange et lointaine. Pourquoi me pousses-tu toujours comme ça? À ce moment-là, quelque chose s'est cristallisé en moi. Le charme était rompu. La peur qui m'avait contrôlé pendant des années s'est évaporée, remplacée par une clarté froide. Cet homme en colère et autoritaire, n'avait aucun pouvoir sur mon avenir, à moins que je ne le lui donne. Ma mère s'est agenouillée à côté de moi, sans se soucier du verre qui lui coupait les genoux. Nous avons besoin d'une ambulance, a-t-elle sangloté en examinant les coupures sur mes bras et mon visage. Pas d'hôpitaux, ai-je dit, grimaçant en m'asseyant. Je vais bien. Je n'allais pas bien. Loin de là. Mais un hôpital signifiait des rapports de police et des questions auxquelles je n'étais pas prête à répondre. Cela signifiait manquer l'exposition de demain. Cela signifiait lui donner un autre moyen de contrôler le récit.
D'une manière ou d'une autre, je me suis remise sur pied, ignorant les coupures cuisantes et ce qui s'avérerait plus tard être une entorse au poignet. Le verre a teinté en tombant de mes vêtements. Du sang a coulé sur les dalles de la terrasse. C'est ce que tu voulais, a dit mon père, sa voix retrouvant son ton accusateur. Monter tout le monde contre moi. Jouer la victime. Jacques, pour l'amour de Dieu, a sifflé ma mère. Regarde ce que tu as fait. Je suis passé devant eux en boitant, traversant la maison jusqu'à la porte d'entrée. Romain a suivi, le visage cendré. Laisse-moi te conduire à l'hôpital, a-t-il plaidé. J'ai besoin de mon téléphone, ai-je dit, ignorant son offre. Et de mon portefeuille. Il les a récupérés là où je les avais laissés tomber pendant la dispute. Cam, s'il te plaît. Tu es blessé. Je suis blessé depuis des années, ai-je répondu. C'est juste la première fois que ça se voit. Dehors, j'ai appelé Théo avec des mains tremblantes. Il a répondu à la première sonnerie, la voix pâteuse de sommeil. Peux-tu venir me chercher? Ai-je demandé, incapable de garder ma voix stable. Il s'est passé quelque chose. Où es-tu? Est-ce que ça va? Je suis chez mes parents. Et non, ça ne va pas, mais ça ira. En attendant sur le trottoir, regardant le sang s'infiltrer à travers ma manche déchirée, j'ai pris une décision. Demain serait toujours le jour de mon exposition, et le jour d'après serait le premier jour de ma vraie vie. Celle que j'ai choisie pour moi-même. Celle que j'ai toujours méritée. Je me suis réveillé sous la lumière du soleil filtrant à travers des rideaux inconnus. Momentanément désorienté. La douleur m'a rapidement rappelé où j'étais et pourquoi. Le petit appartement de Théo, son canapé, la porte vitrée, le sang sur le béton. Bonjour, a dit doucement Théo, apparaissant avec une tasse de café. Comment te sens-tu? Je me suis redressé avec précaution, grimaçant sous la protestation de diverses coupures et contusions. Comme si on m'avait jeté à travers une porte vitrée. Il n'a pas souri à ma tentative d'humour. Nous devrions faire nettoyer ces coupures correctement. Certaines pourraient nécessiter des points de suture. En regardant mes bras bandés les premiers soins amateurs de Théo de la nuit précédente, j'ai vu des taches de sang s'infiltrer à travers la gaze. Le miroir de la salle de bain a révélé des dommages supplémentaires, une coupure le long de ma pommette, une autre près de la racine de mes cheveux, des ecchymoses violettes se formant déjà sur mon épaule et ma hanche. L'exposition ouvre dans 10 heures, ai-je dit. Je dois y être. L'expression de Théo était peinée. Cam, tu as plus besoin d'un médecin que d'une exposition d'art. Je peux faire les deux. Il savait qu'il valait mieux ne pas discuter. 1 heure plus tard, nous étions assis dans la salle d'attente des urgences. Le médecin, une femme aimable aux cheveux grisonnants, a écouté mon histoire de chute à travers une porte-fenêtre en verre avec un scepticisme évident. Ces blessures, a-t-elle dit avec précaution en examinant la disposition des coupures, sont compatibles avec quelqu'un qui a traversé du verre avec force, et non une chute accidentelle. J'ai rencontré son regard inquiet sans ciller. J'en suis consciente. Elle a semblé comprendre mon message non verbal. Après avoir nettoyé et pansé correctement mes blessures, appliqué des points de suture liquide sur les coupures les plus profondes et confirmé que mon poignet était foulé plutôt que cassé, elle m'a donné sa carte. Si vous avez besoin de ressources, a-t-elle dit de manière significative, ou si vous décidez de porter plainte, appelez directement mon bureau. Je l'ai remercié et j'ai rangé la carte, sachant que je ne l'utiliserai pas. Certaines blessures ne pouvaient pas être traitées par des rapports de police ou des ordonnances de restriction. En fin d'après-midi, la douleur physique s'était atténuée pour devenir une pulsation gérable grâce aux médicaments prescrits. Les blessures émotionnelles restaient à vif, mais j'ai canalisé cette douleur en détermination. Je me tiendrai dans cette galerie ce soir. Je ne serai pas effacé. Théo m'a aidé à m'habiller avec la robe noire et les bottes que j'avais prévu de porter, maintenant associées de manière incongrue à des bandages blancs et des ecchymoses. La tenue ne pouvait pas cacher complètement la preuve de ce qui s'était passé, mais je n'ai fait aucune tentative pour le dissimuler avec du maquillage. Que les gens voient. Qu'ils posent des questions. Que la vérité soit exposée au grand jour pour une fois. Nous sommes arrivés à la galerie L'Élan 30 minutes avant l'ouverture officielle. Manon a eu le souffle coupé en me voyant, se précipitant vers moi, puis s'arrêtant net, de peur de me blesser avec une étreinte. Que s'est-il passé? A-t-elle demandé,
les yeux écarquillés d'inquiétude. Un désaccord familial, ai-je dit simplement. Mais je suis là. Elle a serré ma main non bandée. Tu es incroyablement courageuse. L'espace d'exposition était magique. Un éclairage professionnel mettait en valeur les éléments texturaux de mes œuvres en technique mixte. La galerie avait imprimé des déclarations d'artistes sur des cartes élégantes à côté de chaque œuvre. Voir mon nom sur le mur Camille Dubois a envoyé une vague de fierté à travers mon corps meurtri. À 18h, Manon a déverrouillé les portes. Les gens ont commencé à affluer, amateurs d'art, étudiants, collectionneurs locaux. Je me tenais près de mon exposition, acceptant les félicitations et répondant aux questions sur mes techniques et mes inspirations. Personne n'a directement mentionné mes blessures, bien que j'ai surpris des regards inquiets et des spéculations chuchotées. Théo est resté protecteur à mes côtés, m'apportant de l'eau quand ma voix devenait rauque, détournant les conversations quand j'avais besoin d'un moment de repos. Sa douce attention était comme une révélation après des années de jugement sévère de mon père. 1 heure après le début de l'événement, j'expliquais le symbolisme de ma plus grande pièce, une exploration de l'identité en technique mixte avec des miroirs fragmentés et du fil rouge emmêlé lorsque Théo m'a touché le bras. « Cam », a-t-il dit doucement. « Ta mère et Romain viennent d'entrer. » Je me suis retourné pour les voir se tenir avec incertitude près de l'entrée. Ma mère portait une robe bleu marine que je n'avais jamais vue auparavant, serrant son sac à main comme un bouclier. Romain, en chemise et pantalon, scrutait la pièce avec une énergie nerveuse. « Excusez-moi », ai-je dit aux étudiants en art avec qui je parlais. Marcher vers ma famille, c'était comme franchir une frontière invisible. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes lorsqu'elle a vu mes blessures sous les lumières vives de la galerie. « Oh, Cam », a-t-elle murmuré, tendant la main vers mon visage, puis la laissant retomber. « Vous êtes venu ?» ai-je dit, la voix serrée par l'émotion. « Bien sûr que nous sommes venus », a répondu Romain. « Nous aurions dû venir à chaque événement artistique que tu as jamais eu. » Ma mère a regardé autour de la galerie, admirant l'espace sophistiqué et la foule appréciative. « Ton travail est si magnifiquement exposé. Voulez-vous que je vous fasse visiter ?» ai-je offert. Alors que je les guidais à travers l'exposition, expliquant chaque pièce, j'ai vu la compréhension poindre sur leur visage. Mon art n'était pas seulement de jolis dessins ou un potentiel gâché. C'était ma voix, ma vérité, ma façon de traiter le monde. Ma mère s'est attardée devant ma pièce maîtresse, une exploration obsédante des voix réduites au silence, avec de délicats oiseaux en papier pris dans du fil de fer barbelé. « J'aurais dû me battre plus fort pour toi », a-t-elle dit si bas que j'ai failli ne pas l'entendre. « Tu te bats maintenant », ai-je répondu. « C'est ce qui compte. » Romain se tenait maladroitement devant mon œuvre la plus autobiographique, une pièce en technique mixte montrant une table de dîner de famille avec une chaise cassée et renversée. « Il ne vient pas, n'est-ce pas » ai-je demandé. Romain a secoué la tête. Il est furieux de tout. Tout étant mon existence ? Non, a interjeté ma mère. Sa perte de contrôle. Il menace de te couper complètement les vivres. Voiture, téléphone, frais de scolarité. Il dit que tu as fait ton choix. La menace qui m'aurait autrefois terrifié semblait maintenant presque risible. J'ai fait mon choix. Enfin. Avant qu'elle ne puisse répondre, un homme distingué à lunettes cerclées de fils de fer s'est approché de nous. « Excusez-moi, êtes-vous Camille Dubois ?» J'ai hoché la tête. Nicolas Chevalier, critique d'art pour la Revue des Arts de Paris. Il a tendu la main. Je suis très impressionné par votre travail. L'honnêteté émotionnelle est extraordinaire. Ma mère et mon frère ont regardé, les yeux écarquillés, ce critique respecté disséquer les éléments techniques et thématiques de mon art, louant ma compréhension sophistiquée de l'espace négatif et mes métaphores visuelles convaincantes. J'aimerais vous inclure dans un article que j'écris sur les voies émergentes en technique mixte, a-t-il conclu, et je pense que Catherine Chanel de la Galerie Prisma à Saint-Germain-des-Prés serait très intéressée par votre travail. Puis-je vous présenter ? Alors que Chevalier me conduisait vers une femme élégante de l'autre côté de la pièce, j'ai jeté un coup d'œil en arrière à ma mère et mon frère. Leurs expressions s'étaient transformées de la sympathie à quelque chose qui approchait de l'admiration. Pour la première fois, ils me voyaient à travers des yeux extérieurs, non pas comme la déception de la famille, mais comme une artiste digne de reconnaissance. Les 2 heures suivantes se sont écoulées dans un tourbillon de présentations, de discussions et d'opportunités inattendues.
Catherine Chanel m'a invité à soumettre des œuvres pour la prochaine exposition de sa galerie. Un collectionneur a acheté ma pièce maîtresse pour 750 €. Chevalier m'a présenté au conservateur d'un petit musée qui a exprimé son intérêt à inclure mon travail dans une exposition de groupe. Au moment où l'événement touchait à sa fin, Manon rayonnait. 4 pièces vendues, y compris ta pièce maîtresse, plus plusieurs demandes sérieuses de commande. Elle m'a tendu une enveloppe. Ta part des ventes de ce soir, moins la commission de la galerie. Pas mal pour une artiste émergente. À l'intérieur se trouvait un chèque de près de 1800 €, plus d'argent que je n'en avais jamais eu en une seule fois. Alors que les derniers invités partaient, ma mère s'est approchée avec des yeux rougis. Ton père vient de m'envoyer un texto. Il va, elle a hésité. Il a pris des dispositions pour faire saisir ta voiture demain, et il annule ton service téléphonique et le paiement des frais de scolarité. Romain nous a rejoints, le visage sombre. Il est sérieux cette fois, Cam. Il dit que soit tu rentres à la maison ce soir et tu arranges ce gâchis, soit tu te considères comme seul. J'ai regardé le chèque dans ma main, puis la galerie où mon art était fièrement accroché. Je suis seul. Et pour la première fois, cela me semble juste. Ma mère m'a serré la main. Je trouverai un moyen de t'aider sans qu'il le sache. Non, ai-je dit fermement. Je ne veux pas que tu sois prise entre deux feux. Je vais m'en sortir. Alors qu'il se préparait à partir, Romain m'a prise à part. Il y a autre chose que tu devrais savoir. Chevalier n'est pas le seul à avoir remarqué ton exposition. Il m'a montré son téléphone, ouvert sur le site du journal local. Papa a vu cet article il y a 1 heure. Le petit titre disait « La fille d'un éminent avocat parmi les artistes émergents présentés à la Galerie L'Élan ». Il est furieux que le nom de la famille soit associé à « Romain s'est interrompu ». À l'art ? Ai-je complété. À la créativité ? À la pensée indépendante ? Il menace de venir ici et de mettre fin à cet embarras. J'aurais dû avoir peur. Au lieu de cela, je me sentais étrangement calme. Qu'il vienne. Après que ma mère et mon frère soient partis, en promettant de revenir bientôt, Théo a aidé Manon à fermer la galerie. Alors que nous fixions les derniers éclairages, la porte d'entrée s'est ouverte avec une telle force que la cloche a failli s'envoler. Mon père se tenait dans l'embrasure de la porte, toujours dans son costume de travail, le visage tordu de rage. Où est-elle ? Manon s'est avancée, un sourire professionnel fermement en place. Je suis désolé, monsieur. L'exposition est fermée pour la soirée. Je ne suis pas ici pour l'art, a-t-il craché. Je suis ici pour ma fille. Je suis sorti de l'arrière-salle, Théo à mes côtés, protecteur. Je suis juste là. Les yeux de mon père se sont écarquillés à la vue de mon visage et de mes bras bandés, preuve de sa violence maintenant exposée publiquement. Un instant, quelque chose comme de la honte a traversé ses traits. Puis sa mâchoire s'est durcie. Prends tes affaires. Nous rentrons à la maison maintenant. Non, ai-je dit simplement. Je ne vais nulle part avec toi. Cette rébellion puérile se termine ce soir, a-t-il grondé en s'avançant vers moi. Tu as fait valoir ton point de vue. Tu as embarrassé la famille. Assez. Monsieur, est intervenu Manon. Je dois vous demander de baisser la voix ou de partir. Il l'a complètement ignoré. Regarde-toi, m'a-t-il dit, battu et meurtri, gaspillant ton éducation, ton avenir, tout ce que nous t'avons donné. Pourquoi ? Pour accrocher des gribouillages sur un mur ? La vieille peur a tenté de refaire surface. L'instinct de m'excuser, de supplier, de me recroqueviller. Mais quelque chose de plus fort l'a repoussé. Ces gribouillages se sont vendus 1800 € ce soir. Un critique veut me présenter dans la Revue des Arts de Paris. Un propriétaire de galerie à Saint-Germain-des-Prés veut mon travail. La chance du débutant, a-t-il ricané. Dans 6 mois, tu seras fauché et tu supplieras pour rentrer à la maison. Peut-être, ai-je reconnu. Mais ce seront mes choix, mes conséquences, ma vie. Pas tant que tu dépenses mon argent. Ce n'est pas le cas, ai-je dit en brandissant le chèque de Manon. Et je te rendrai ta voiture demain. Garde le téléphone. Garde les frais de scolarité. Garde tout ce qui vient avec des conditions. Son visage s'est assombri. Espèce de petite ingrate.
Monsieur, la voix de Manon a coupé sa tirade naissante. C'est une propriété privée, et vous harcelez mon artiste et perturbez mes affaires. Partez maintenant, ou j'appelle la sécurité. Comme s'il était invoqué par ces paroles, l'agent de sécurité de la galerie est apparu de sa ronde. Mon père a regardé entre l'agent, l'expression résolue de Manon et ma posture inflexible. Pour la première fois de ma vie, je l'ai vu battre en retraite. Quand tu échoueras et tu échoueras, ne reviens pas en rampant, a-t-il dit en redressant sa cravate. Tu as fait ton choix. Oui, ai-je convenu. Enfin, je l'ai fait. Il s'est retourné et est sorti en trombe, la porte de la galerie claquant derrière lui. Le silence qui a suivi a semblé comme de l'oxygène inondant des poumons trop longtemps privés. Manon a doucement touché mon épaule. Ça va? J'ai hoché la tête, surprise de constater que c'était vrai. Je crois que oui. Alors que Théo me ramenait à son appartement, je regardais par la fenêtre les lumières de la ville. Demain apporterait des défis pratiques, trouver un logement abordable, obtenir mon propre forfait téléphonique, décider si je devais continuer l'école de commerce ou poursuivre l'art à plein temps. Mais pour ce soir, j'avais tenu bon. J'avais revendiqué ma voix. J'avais repris tout ce qu'il pensait que je ne méritais pas. Et c'était suffisant pour commencer. Le matin après l'exposition, mon téléphone a vibré de notifications de textos, les derniers messages qu'il recevrait sur le forfait familial de mon père. Chacun était plus exigeant que le précédent. Rends la voiture à la maison avant midi. Apporte toutes les cartes de crédit et les clés de la maison. Laisse tous les appareils électroniques achetés avec les fonds familiaux. Toute tentative de prendre des biens ne t'appartenant pas sera signalée comme un vol. Théo a lu par-dessus mon épaule pendant que je parcourais le barrage de messages. Il va vraiment jusqu'au bout. T'attendais-tu à autre chose? J'ai posé le téléphone. Peux-tu me conduire là-bas? Je veux récupérer mes affaires essentielles avant qu'il ne change les serrures. Nous sommes arrivés à la maison de mon enfance juste après 10 heures. L'allée était vide, mon père au travail, ma mère probablement en train de faire des courses pour éviter la confrontation. En utilisant ma clé pour ce qui serait la dernière fois, je suis entré dans la maison silencieuse. Quel est le plan? A demandé Théo, flottant avec incertitude dans le hall d'entrée. Ne prendre que ce qui est indéniablement à moi, ai-je répondu. Vêtements, souvenirs personnels, matériel d'art que j'ai acheté moi-même. Laissez tout le reste. Dans ma chambre, j'ai rempli 2 sacs de sport avec des vêtements, ignorant les articles de créateurs que mon père avait achetés pour impressionner ses collègues lors d'événements de l'entreprise. J'ai rassemblé des journaux intimes, des carnets de croquis et des photographies. Dans le tiroir de mon bureau, j'ai récupéré l'argent que j'avais économisé grâce à mes pourboires de barista, près de 370 € que j'avais cachés à la surveillance de mon père. Les décisions les plus difficiles concernaient les objets sentimentaux, la boîte d'aquarelle que ma mère m'avait offerte pour mon 12e anniversaire, techniquement achetée avec des fonds familiaux mais offerte en cadeau personnel, le collier en argent de ma grand-mère, un héritage familial mais qu'elle m'avait spécifiquement légué. Finalement, j'ai pris les deux, estimant que certains liens transcendaient le contrôle financier de mon père. Alors que je rangeais mon matériel d'art, Théo a appelé de l'autre côté de la pièce. Cam, regarde ça. Il avait découvert une boîte de rangement sous mon lit que je n'avais pas ouverte depuis des années. À l'intérieur se trouvaient des dessins et des peintures d'enfance que ma mère avait conservés, des rubans de concours d'art, des notes d'enseignants louant mon talent, et même des coupures de journaux d'exposition scolaire. Au fond se trouvait une enveloppe scellée adressée à mon nom, de l'écriture de ma mère. Avec des doigts tremblants, j'ai ouvert et trouvé une lettre datée de ma remise de diplôme du lycée. Ma très chère Cam. Un jour, tu retrouveras le chemin de ton art. Quand ce jour viendra, j'espère que tu me pardonneras de ne pas m'être battu plus fort pour tes rêves. Sache que j'ai toujours vu ton talent, ta passion, ta belle façon de regarder le monde. Quel que soit le chemin que tu choisiras, emporte cette vision avec toi. C'est ton plus grand don, celui que personne ne peut t'enlever. Avec tout mon amour. Maman. Les larmes ont brouillé ma vision. Ma mère avait su depuis le début que je finirais par retrouver ma voie artistique. Elle avait conservé les preuves de mon parcours, honorant silencieusement l'esprit créatif que mon père avait tenté d'éteindre. Prends tout ce qu'il y a dans cette boîte, a dit doucement Théo. C'est à toi de toutes les manières qui comptent. Nous chargions les derniers sacs dans la voiture de Théo lorsque la berline de ma mère est arrivée dans l'allée.
Elle est sortie, l'air épuisé, un soulagement envahissant son visage en me voyant. J'avais peur de te manquer, a-t-elle dit en se dépêchant de venir. Je finis juste, ai-je répondu en montrant la voiture chargée. Elle a jeté un coup d'œil à la maison, puis à moi. J'ai réfléchi à ce que tu as dit hier soir, que tu ne voulais pas que je sois prise entre deux feux. Sa voix a baissé. J'ai permis son comportement pendant trop longtemps, Cam. En trouvant des excuses, en maintenant la paix à tout prix. Tu n'as pas à t'excuser. Si, je dois le faire. Sa colonne vertébrale s'est redressée avec une résolution inattendue. Je vais recommencer à peindre. J'ai déjà regardé pour louer un atelier. La déclaration m'a stupéfié. Ma mère n'avait pas touché un pinceau depuis plus de 20 ans. Il sera furieux, ai-je prévenu. Un petit sourire triste a effleuré ses lèvres. Probablement. Mais te voir tenir bon hier soir m'a fait réaliser quelque chose. J'ai passé des décennies à avoir peur de sa colère, de sa déception. Et qu'est-ce que cela m'a apporté? Une vie à moitié vécue. Elle a fouillé dans son sac à main et a pressé un jeu de clés dans ma main. La maisonnette de ta grand-mère à Deauville. Elle est à mon nom, pas à celui de ton père. Les factures sont payées jusqu'à la fin de l'année. Elle est petite et a besoin de travaux, mais elle a une bonne lumière naturelle. Parfait pour une artiste. J'ai regardé les clés, incrédule. Maman, je ne peux pas accepter. Tu peux et tu le feras, a-t-elle insisté. Elle est vide depuis son décès. C'est ce qu'elle aurait voulu. Nous nous sommes étreintes avec précaution, consciente de mes blessures. Je viendrai bientôt, a-t-elle promis. Et j'amènerai ton frère. Il a beaucoup à apprendre de sa petite sœur sur le courage. Alors que nous nous préparions à partir, j'ai posé les clés de la voiture de mon père sur la table du hall à côté d'une note manuscrite. Je reprends ce qui est à moi, ma vie, mon art, mon avenir. Théo et moi sommes allés directement à mon dortoir où j'ai vidé mes affaires restantes et me suis officiellement retiré de l'université Paris-Dauphine. La secrétaire du département n'a pas semblé surprise par ma décision, offrant des informations sur les remboursements des frais de scolarité et les options de transfert sans jugement. Et maintenant? A demandé Théo en quittant le campus. Deauville, ai-je répondu. Je dois voir cette maisonnette. 3 heures plus tard, nous nous sommes arrêtés devant une maisonnette en bardeaux de cèdre patiné, nichée au milieu des pins. Bien que petite et clairement inhabitée depuis un certain temps, la structure était saine. De grandes fenêtres donnaient sur l'océan, capturant une lumière extraordinaire. La pièce principale, avec son plafond voûté, semblait conçue pour un atelier d'artiste. C'est parfait, ai-je murmuré, les émotions menaçant de me submerger. Alors que Théo m'aidait à rentrer mes affaires, mon téléphone a vibré une dernière fois avant que le service ne soit coupé. Un message de Manon, de la galerie. Toutes tes œuvres sont vendues. Le collectionneur Antoine Pivert a acheté les 3 restantes au prix demandé. Aussi, la critique de Nicolas Chevalier est en ligne. Appelle-moi dès que possible pour une opportunité d'emploi à la galerie. J'ai lu le message à haute voix à Théo, qui a poussé un cri de joie. En utilisant son téléphone, nous avons trouvé la critique de Chevalier dans l'édition en ligne de la Revue des Arts de Paris. Parmi les artistes émergents présentés à la Galerie L'Élan ce mois-ci, l'une se distingue par une promesse particulière. Les explorations en technique mixte de Camille Dubois sur l'identité, l'enfermement et l'autodétermination révèlent une sophistication technique et une profondeur émotionnelle rare chez des artistes 2 fois plus âgés. Son travail parle à l'expérience humaine universelle de trouver sa voie au milieu des pressions extérieures. Dubois est incontestablement une artiste à suivre. La validation d'un critique respecté, après des années à m'entendre dire que mon art ne valait rien, m'a laissé sans voix. Théo, comprenant l'ampleur du moment, m'a simplement tenu dans ses bras pendant que je digérais ce que cela signifiait. Au cours des jours suivants, une nouvelle vie a commencé à prendre forme. Théo m'a aidé à aménager la pièce principale de la maisonnette en atelier, en suspendant des bâches et en arrangeant mon matériel limité. Avec les recettes de l'exposition, j'ai acheté un téléphone prépayé de base et ouvert mon premier compte bancaire indépendant. Manon m'a offert un travail à temps partiel à la Galerie L'Élan, assez d'heures pour couvrir les frais essentiels tout en me laissant du temps pour créer. Avec Théo faisant la navette vers la côte les week-ends, notre relation s'est approfondie au-delà de l'amitié. Notre premier baiser est venu naturellement alors que nous regardions le coucher de soleil depuis la petite terrasse de la maisonnette,
le goût de l'air salin se mêlant à la douceur des nouveaux commencements. « Je ne t'ai jamais vu comme ça, » a-t-il dit, en glissant une mèche de cheveux derrière mon oreille. « Tu es lumineuse. » Je comprenais ce qu'il voulait dire. Malgré la douleur physique persistante et l'incertitude financière, je me sentais plus vivante que jamais depuis des années. Créer librement, sans crainte de jugement ou de représailles, avait éveillé quelque chose d'essentiel en moi. 2 semaines après avoir quitté la maison de mon père, j'ai rencontré Catherine Chanel à la galerie Prisma à Saint-Germain-des-Prés. Elle a examiné mon portfolio avec attention, hochant la tête de temps en temps ou prenant des notes. « Votre travail me rappelle les débuts d'Hélène Valois », a-t-elle dit finalement. La même exploration intrépide des dynamiques familiales et de l'identité féminine. La comparaison était un éloge extraordinaire. Je prépare une exposition intitulée Voix émergentes pour le printemps prochain, a-t-elle poursuivi. J'aimerais mettre votre travail en avant, disons 8 à 10 nouvelles œuvres. Je serais honoré, ai-je réussi à dire, essayant de garder mon calme professionnel malgré mon excitation intérieure. Le thème explore les artistes qui brisent les frontières conventionnelles, a-t-elle expliqué. Votre histoire personnelle, combinée à la force de votre travail, correspond parfaitement. Seriez-vous à l'aise avec ce cadrage? La question m'a fait hésiter. Étais-je prête à reconnaître publiquement le parcours douloureux qui avait conduit à ma percée artistique? Avant que je puisse répondre, la porte de la galerie s'est ouverte. Mon père est entré, sa présence remplissant immédiatement l'espace de tension. Il portait son costume d'affaires habituel, mais son apparence généralement impeccable montrait de subtils signes de fatigue, une chemise légèrement froissée, une cravate légèrement de travers. Catherine a remarqué mon expression. « Est-ce que tout va bien ?» Mon père, ai-je murmuré. Je devrais m'en occuper. J'ai traversé la galerie jusqu'à l'endroit où il se tenait, examinant une grande toile abstraite, m'ignorant délibérément. Papa, ai-je dit doucement. Qu'est-ce que tu fais ici? Il s'est tourné lentement, ses yeux cataloguant mes coupures en voie de guérison. Le pire des ecchymoses s'était estompé, mais la preuve de sa violence restait clairement visible. Ton exposition a été mentionnée à la réunion des associés, a-t-il dit sèchement. Apparemment, la femme de Jean-Pierre fait partie d'un conseil des arts. Elle a reconnu notre nom. Bien sûr. Sa présence n'avait rien à voir avec une préoccupation pour moi, seulement avec la gestion des dégâts pour la réputation de la famille. Je suis en pleine réunion, ai-je dit en désignant Catherine. Est-ce que ça peut attendre? Non. Sa voix portait cette note familière de commandement. Cette rébellion publique a assez duré. Tu as fait valoir ton point de vue. Maintenant, il est temps d'être raisonnable. Raisonnable? Ai-je répété, le mot ayant un goût amer. Comme me jeter à travers une porte vitrée? Sa mâchoire s'est crispée. C'était regrettable. Les choses ont dérapé. Pas une excuse. Pas même proche. Oui, elles ont dérapé, ai-je convenu. Et on ne peut pas revenir en arrière. Calme, il a baissé la voix, jetant un coup d'œil à Catherine, qui faisait semblant de ne pas écouter. Cette phase artistique. Très bien. Fais-le sortir de ton système. Mais tu dois penser à ton avenir. Ta mère est morte d'inquiétude. Ton frère dit que tu vis dans cette maisonnette délabrée. Cette phase est ma carrière, ai-je interrompu. Et cette maisonnette délabrée est ma maison. Je construis l'avenir que je veux, pas celui que tu as prescrit. Sur quoi? Les commissions de galerie? Comment paieras-tu ton assurance maladie? Ta retraite? As-tu pensé à tout ça? La vieille peur a vacillé. La peur d'échouer, de lui donner raison. Je l'ai repoussée. Je me débrouille au jour le jour, ai-je dit honnêtement. Mais je préfère lutter en faisant ce que j'aime plutôt que de réussir dans quelque chose qui m'étouffe. Catherine s'est approchée, tendant la main à mon père. Catherine Chanel, propriétaire de la galerie. Vous devez être Monsieur Dubois. Votre fille a un talent extraordinaire. Il lui a serré la main automatiquement, l'instinct de l'avocat prenant le dessus. Elle a toujours été créative. Plus que créative, a corrigé Catherine avec douceur. Camille a une voix artistique singulière qui attire déjà de sérieux collectionneurs. Je viens de lui offrir une place de choix dans notre exposition de printemps.
L'expression de mon père a vacillé entre le scepticisme et la confusion. Le récit qu'il avait construit de sa fille stupide jouant à l'artiste était remis en question par cette professionnelle raffinée. Je vois, a-t-il dit, ne voyant clairement rien du tout. Catherine s'est tournée vers moi. Je devrais vous laisser parler. Appelle-moi demain pour les détails de l'exposition. Après son départ, un silence inconfortable s'est installé entre nous. Mon père a regardé autour de la galerie, admirant l'espace sophistiqué et les œuvres d'art coûteuses. C'est vraiment ce que tu veux? A-t-il finalement demandé. C'est ce que je suis, ai-je répondu. C'est ce que j'ai toujours été, si tu avais pris la peine de regarder. Il a redressé sa cravate, se réfugiant derrière sa façade professionnelle. Ta mère veut savoir si tu viendras dîner dimanche. Ton frère sera là. Pas une branche d'olivier, exactement. Pas une excuse ou une reconnaissance, mais peut-être une petite fissure dans son armure. Juste un dîner? Ai-je précisé. Pas d'ultimatum, pas de leçon? Juste un dîner, a-t-il convenu sèchement. Alors qu'il se tournait pour partir, je l'ai interpellé. Papa, l'exposition ouvre le 15 avril. Si tu veux voir ce que j'essaie de te montrer depuis toutes ces années. Il n'a pas répondu, a juste hoché la tête presque imperceptiblement avant de sortir. Je l'ai regardé partir, ne ressentant ni triomphe ni colère, juste une certitude tranquille que quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterai selon mes propres termes. J'avais retrouvé ma voie, mon art, mon avenir, et personne ne pourrait plus me l'enlever. 6 mois se sont écoulés dans un tourbillon de productivité créative. La maisonnette s'est transformée d'une propriété familiale négligée en un espace de vie vibrant reflétant ma sensibilité artistique. J'ai peint les murs en blanc pour maximiser la lumière naturelle, meublé les pièces avec des trouvailles de brocante et converti le plus grand espace en un véritable atelier avec une ventilation et un rangement adéquat. Travailler à temps partiel à la galerie L'Élan m'a fourni un revenu stable et de précieuses relations dans le monde de l'art. Manon est devenue à la fois mentor et amie, m'enseignant le côté commercial de l'art, comment fixer le prix des œuvres, approcher les galeries, construire un portfolio professionnel. Sous sa direction, j'ai développé un site web présentant mon corpus d'œuvres croissant. Ma relation avec Théo s'est approfondie malgré le défi géographique de son dernier semestre à l'université Paris-Dauphine. Il faisait le trajet de 90 minutes jusqu'à Deauville chaque week-end, apportant souvent du matériel que je ne pouvais pas trouver localement. Nous avons parlé de son éventuelle installation sur la côte après l'obtention de son diplôme, peut-être pour ouvrir un petit studio de design qui pourrait compléter ma carrière artistique. Ma mère venait régulièrement en visite, parfois seule, parfois avec Romain. Fidèle à sa parole, elle avait loué un atelier à Paris et repris la peinture après une interruption de 20 ans. Son travail, de délicats paysages à l'aquarelle, manquait de confiance technique mais montrait une profondeur émotionnelle authentique. Nous peignions parfois ensemble, mère et fille retrouvant des voies créatives longtemps réprimées. Mon père restait une absence compliquée. Il n'avait pas assisté au dîner de famille organisé par ma mère, prétextant toujours des engagements professionnels. Romain rapportait qu'il me mentionnait rarement à la maison, comme s'il m'effaçait des récits familiaux. Bien que le silence soit douloureux, il m'a également offert un espace pour guérir sans sa présence désapprobatrice. L'exposition imminente à la galerie Prisma a consumé mon énergie créatrice. Catherine avait demandé 10 nouvelles œuvres explorant les thèmes de la rupture et de la reconstruction. Inspiré par mon propre parcours, j'ai conçu une série intitulée « Œuvres reconstruites », incorporant du verre brisé réel aux côtés d'autres supports, transformant la destruction en beauté. La pièce maîtresse serait un autoportrait grandeur nature construit sur une porte de récupération, incrusté d'éclats de miroirs disposés pour réfléchir la lumière plutôt que de couper. Les défis techniques étaient importants, nécessitant une manipulation minutieuse de matériaux dangereux tout en créant quelque chose de structurellement solide et visuellement convaincant. 3 semaines avant l'exposition, j'appliquais de la résine pour fixer des fragments de verre lorsque quelqu'un a frappé à la porte de la maisonnette. M'attendant à voir Théo, j'ai crié « C'est ouvert !» La porte a grincé en s'ouvrant, mais au lieu des pas familiers de Théo, j'ai entendu un pas hésitant. En me retournant, j'ai trouvé mon frère debout, maladroit, dans l'embrasure de la porte, serrant une enveloppe. « Romain, je ne t'attendais pas. » J'ai posé mes outils et enlevé mes gants de travail. Désolé de passer à l'improviste. Il a inspecté l'atelier, les yeux écarquillés devant l'ampleur et la complexité de mon travail en cours. Waouh, c'est intense. Merci, je crois.
J'ai souri, en désignant la kitchenette. Un café? En fait, je ne peux pas rester longtemps. Il a tendu l'enveloppe. Papa m'a demandé de te donner ça. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que c'est? Une lettre. Il travaille dessus depuis des semaines, apparemment. Il n'arrête pas d'écrire des brouillons, de les jeter, de recommencer. J'ai accepté l'enveloppe avec lassitude, notant mon nom écrit de la main précise de mon père. A-t-il dit pourquoi? Romain a haussé les épaules. Tu connais papa. L'articulation émotionnelle n'est pas son point fort. Mais maman pense que l'annonce de ton exposition a déclenché quelque chose. J'avais envoyé des invitations formelles à mes parents 2 semaines plus tôt, plus comme un geste qu'avec une quelconque attente qu'ils viennent. Ma mère avait immédiatement appelé pour confirmer qu'elle serait là. Mon père avait gardé le silence radio. Devrais-je la lire maintenant? Ai-je demandé. C'est à toi de voir. Romain a jeté un coup d'œil à sa montre. Je lui ai dit que je la livrerais, pas que je te regarderais la lire. Après son départ, j'ai regardé l'enveloppe non ouverte pendant près d'1 heure, à la fois redoutant et curieuse de son contenu. Finalement, assise sur la petite terrasse de la maisonnette surplombant l'océan, j'ai brisé le sceau. La lettre était étonnamment longue, 3 pages de l'écriture méticuleuse de mon père avec plusieurs phrases barrées et des phrases réécrites. Camille. J'ai commencé cette lettre 17 fois. Les mots m'ont toujours été faciles au tribunal, mais je me trouve en difficulté pour exprimer ce qui doit être dit entre un père et sa fille. Premièrement, concernant l'incident avec la porte vitrée. Mon comportement a été inexcusable. Pas un accident ou un malentendu, mais un échec du pire genre. Aucune provocation ne justifie qu'un père fasse du mal à son enfant. Pour cela, je suis profondément désolé. Ta mère suggère que j'écris ceci à cause de ton exposition à venir. Et peut-être a-t-elle raison. Voir l'invitation m'a forcé à reconnaître ce que j'évitais. Tu as réussi précisément là où j'avais prédit que tu échouerais. Tu as construit une vie selon tes propres termes, en poursuivant le chemin que j'avais rejeté comme une fantaisie irréalisable. J'ai passé ma carrière à juger des situations, à faire des évaluations définitives basées sur les preuves disponibles. Dans ton cas, j'avais tort. Spectaculairement, fondamentalement tort. Non seulement sur ton potentiel artistique, mais sur ce qui constitue une vie qui en vaut la peine. Mon propre père croyait que le succès ne venait que sous une seule forme, la sécurité financière par une réussite professionnelle conventionnelle. J'ai adopté son critère sans question, te l'imposant sans considérer tes dons uniques. En faisant cela, j'ai failli détruire quelque chose de précieux. Je n'attends pas de pardon. Je ne suis pas sûr de le mériter. Mais je veux que tu saches que malgré mon échec catastrophique à le montrer, j'ai toujours été fier de ta détermination et de ton courage, des qualités qui, ironiquement, t'ont permis de te libérer de mon influence destructrice. Si tu es d'accord, j'aimerais assister à ton exposition. Non pas pour me réconcilier, ce serait présomptueux, mais pour enfin voir ce que tu essaies de me montrer depuis toutes ces années. Ton père. Jacques Dubois. J'ai lu la lettre 3 fois, les émotions changeant à chaque lecture. Le scepticisme laissant place à une croyance prudente en sa sincérité. Pas tout à fait une excuse, pas tout à fait une réconciliation, mais une reconnaissance. Après des années de mépris, il me voyait enfin. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère. La lettre de papa, ai-je dit sans préambule. Est-ce sincère? Elle a soupiré profondément. Aussi sincère qu'il en est capable en ce moment. Il a des difficultés, Cam. Pas seulement avec toi, mais avec lui-même. L'incident l'a forcé à affronter des aspects de son caractère qu'il n'a jamais examinés. Penses-tu que je devrais répondre? C'est entièrement ta décision, a-t-elle dit avec précaution. Mais oui, je pense que cela représente un vrai changement, aussi imparfait soit-il. Après mûre réflexion, j'ai envoyé un bref courriel à l'adresse professionnelle de mon père, la seule information de contact que j'avais. Papa. Merci pour ta lettre. L'exposition ouvre à 19 h le 15 avril. Si tu décides de venir, j'aurai ton nom sur la liste des invités. Camille. Les jours précédant l'exposition se sont écoulés dans un tourbillon de derniers préparatifs. Catherine a organisé l'installation professionnelle de mes œuvres, transformant mon travail brut et émotionnel en une expérience de galerie cohérente.
La presse avant-première était encourageante. La critique de Chevalier mentionnait mon « intégration innovante de matériaux brisés comme métaphore de la reconstruction personnelle ». Le soir du vernissage, je me tenais dans la galerie Prisma, entouré de ma série complète. L'espace bourdonnait de critiques, de collectionneurs et d'autres artistes circulant avec des verres de vin, examinant mon travail sous différents angles. Théo est resté proche, sa fierté silencieuse étant plus valorisante que n'importe quelle louange critique. Ta pièce avec la porte suscite le plus de conversations, a rapporté Catherine, me guidant vers un groupe de visiteurs rassemblés devant ma pièce maîtresse. Pivert envisage de l'acquérir pour sa collection permanente. L'œuvre en technique mixte grandeur nature, officiellement intitulée « Seuil », représentait une silhouette humaine émergeant d'une porte brisée, les fragments se transformant d'éclats tranchants et dangereux près du cadre en éléments lumineux et semblables à des bijoux à mesure qu'ils s'intégraient à la forme de la silhouette. La douleur devenant beauté. La destruction devenant création. À 20h30, alors que j'expliquais ma technique à un collectionneur intéressé, Théo m'a touché le coude. « Cam » a-t-il murmuré. « Ton père vient d'entrer. » Mon cœur a battu la chamade alors que je me tournais vers l'entrée. Mon père se tenait juste à l'intérieur de la porte, l'air inhabituellement incertain dans son costume sur mesure. Il a balayé la pièce du regard jusqu'à ce que ses yeux trouvent les miens, puis a hoché la tête presque imperceptiblement. « Excusez-moi » ai-je murmuré au collectionneur. « Il y a quelqu'un que je dois saluer. » Marcher vers mon père, c'était comme traverser des années de champs de bataille émotionnels. Il a observé mon approche avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, quelque chose entre l'appréhension et le respect. « Tu es venu » ai-je dit simplement. « Oui. » Il a jeté un coup d'œil à l'espace sophistiqué de la galerie. Un lieu impressionnant. Catherine Chanel est l'une des galeristes les plus respectées de Paris, ai-je répondu, la fierté professionnelle éclipsant momentanément la tension personnelle. Être exposé ici est une opportunité significative. Il a hoché la tête, désignant la salle bondée. Une belle affluence. La conversation maladroite menaçait de faire dérailler l'importance potentielle du moment. Prenant une profonde inspiration, j'ai abordé le sujet délicat. Voudrais-tu voir mon travail ? C'est pour ça que je suis là. Je l'ai guidé à travers l'exposition, expliquant le concept et les éléments techniques de chaque pièce. Il a écouté attentivement, posant occasionnellement des questions étonnamment perspicaces sur mes choix de matériaux ou mes stratégies de composition. Quand nous sommes arrivés à « Seuil », il est resté silencieux, étudiant l'œuvre grandeur nature avec une expression indéchiffrable. C'est à propos de cette nuit-là, a-t-il finalement dit, la voix basse. La porte vitrée. Oui, ai-je reconnu, mais aussi à propos de ce qui a suivi. Comment la rupture peut mener à devenir quelque chose de plus fort, de plus authentique. Il a regardé les fragments de verre transformés, les bords dangereux capturant et réfléchissant maintenant la lumière de manière inattendue. Ta mère a toujours dit que tu voyais le monde différemment. Il s'est éclairci la gorge. J'aurais dû l'écouter. La déclaration, simple mais profonde venant de lui, a créé une minuscule fissure dans le mur entre nous. Pas le pardon, exactement, mais une possibilité. Camille, Catherine s'est approchée avec un homme plus âgé et distingué. Antoine Pivert aimerait discuter de l'acquisition de Seuil pour sa collection permanente. Mon père a reculé. Je te laisse t'occuper de tes affaires. Attends, ai-je dit impulsivement. Veux-tu rester un moment ? Quelque chose comme de l'espoir a traversé son visage. Si tu le souhaites, je le ferai. Le reste de la soirée s'est déroulé avec une qualité surréaliste, mon père assistant à mes interactions professionnelles, entendant les critiques louer ma vision artistique, regardant les collectionneurs se disputer mon travail. Pas une réconciliation, mais une reconnaissance. Pour la première fois, il me voyait dans mon élément, reconnu par le monde selon mes propres termes. Lorsque l'événement s'est terminé, il s'est approché alors que Théo et Catherine aidaient à fermer la galerie. « Félicitations » a-t-il dit formellement. « Tu as clairement trouvé ta vocation. »« Merci d'être venu » ai-je répondu. Cela signifiait beaucoup. Il a hoché la tête, hésitant avant d'ajouter, « Ta mère a mentionné que tu donnes un atelier pour de jeunes artistes le mois prochain au centre culturel local. » Oui. Trouver sa voie à travers les techniques mixtes. Cela semble approprié. L'ombre d'un sourire a touché ses lèvres. Tu as certainement trouvé la tienne. 6 semaines plus tard,
je me tenais devant un groupe d'artistes en herbe au centre culturel de Deauville. L'atelier s'était rapidement rempli, 20 étudiants allant des adolescents aux retraités, tous en quête d'expression créative. L'art ne se limite pas à la compétence technique, leur ai-je dit en désignant les exemples d'œuvres exposées dans la pièce. C'est une question d'authenticité, de traduction de votre perspective unique en un langage visuel. Je me suis dirigé vers Seuil, que la collection Pivert avait généreusement prêté à des fins éducatives avant son installation dans leur galerie permanente. Cette œuvre a commencé par la destruction, littérale et métaphorique. Un moment où tout s'est brisé. J'ai passé mes doigts le long des éléments en verre transformés. Mais la rupture n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début de quelque chose de nouveau. Une jeune femme a levé la main. Comment saviez-vous que vous pouviez créer quelque chose de beau à partir de quelque chose de si douloureux? La question a résonné au-delà de la technique artistique, touchant le voyage plus profond qui m'avait amené à ce moment. Je ne le savais pas, ai-je répondu honnêtement. Je savais juste que je devais essayer. Parfois, l'art le plus puissant vient de nos blessures les plus profondes. Non pas parce que la souffrance elle-même est précieuse, mais parce que la transformation l'est. Alors que l'atelier se poursuivait, j'ai guidé les participants dans la création de leurs propres œuvres en technique mixte incorporant des récits personnels. En me déplaçant parmi leurs postes de travail, offrant des suggestions et des encouragements, j'ai reconnu chez beaucoup d'entre eux la même soif d'expression authentique que j'avais autrefois réprimée. Ma mère est arrivée à la fin de la session, apportant des biscuits fraîchement cuits et une fierté silencieuse. Nous avions développé une nouvelle relation ces derniers mois, d'artiste à artiste, de femme à femme, guérissant progressivement les fractures de notre passé commun. Comment ça s'est passé? A-t-elle demandé, en aidant à disposer les rafraîchissements pour les étudiants qui partaient. Très bien, ai-je répondu. Plusieurs ont un réel potentiel. Ils ont un excellent professeur. Elle m'a serré la main. Oh, j'ai failli oublier. Ton père a demandé des nouvelles de ta prochaine exposition. J'ai fait une pause, surprise. Que lui as-tu dit? La vérité. Que tu prépares des œuvres pour une exposition à Londres cet automne. Ses yeux ont pétillé. Il a regardé en ligne après que nous ayons parlé. Il a dit qu'il pourrait avoir des affaires dans la ville à cette période. Pas une promesse, pas une réconciliation complète, mais un autre petit pas en avant. Plus tard ce soir-là, alors que Théo et moi marchions le long de la plage près de la maisonnette, j'ai réfléchi au parcours de l'année écoulée. D'être jeté à travers une vitre à créer un art qui transformait la brisure en beauté. Tu sais ce qui m'étonne le plus? Ai-je dit, en regardant le coucher de soleil peindre l'océan de teintes ardentes. Pas les expositions ou les ventes, mais le fait que je crois enfin en ma propre voix. Théo a passé son bras autour de mes épaules. Tout le monde voit ce que j'ai toujours vu en toi. Le talent n'a jamais été la question, seulement si tu aurais la chance de le partager avec le monde. Nous nous sommes arrêtés de marcher, face à l'horizon immense. Le bail de la maisonnette expire le mois prochain, ai-je dit. Je pense à l'acheter, à en faire ma propriété permanente. Un grand pas. Cela semble juste. Cet endroit, c'est là que je me suis retrouvé. Je me suis tourné pour lui faire face directement. Voudrais-tu envisager d'en faire aussi le tien? Après l'obtention de ton diplôme? Son sourire a répondu avant ces mots. Rien ne me rendrait plus heureux. Alors que le crépuscule s'épaississait autour de nous, j'ai pensé au courriel que j'avais reçu ce matin-là, une invitation à prendre la parole lors d'une conférence pour jeunes artistes sur la recherche d'une expression créative authentique. Le thème, briser les frontières, construire des avenirs. J'avais brisé les frontières que d'autres avaient fixées pour moi. J'avais repris tout ce qu'ils pensaient que je ne méritais pas, ma voix, ma vision, mon droit de définir le succès selon mes propres termes. Le voyage n'avait pas été facile, et certaines blessures laisseraient toujours des cicatrices, visibles et invisibles. Mais ces blessures même avaient façonné mon art, ma perspective, ma capacité d'empathie. Parfois, être brisé est le début, pas la fin. Parfois, la plus belle lumière brille à travers les endroits où nous avons été brisés et soigneusement, amoureusement reconstruits. Alors, et vous? Avez-vous déjà dû vous battre pour vos propres rêves contre les attentes des autres? Avez-vous transformé la douleur en quelque chose de significatif? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. J'adorerais entendre comment vous avez repris ce qui vous revient de droit.
N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si cela a résonné en vous. Et merci de faire partie de ce voyage avec moi. Rappelez-vous, votre voix compte, et votre histoire mérite d'être racontée.